Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, il me revient d'animer cette table ronde sur les ressorts des mobilisations populaires dans les territoires. Avant de donner la parole donc, à Laurence Bernier et à Patrice Bessac pour justement rendre compte de ces mobilisations sur les territoires, peut-être effectivement s'arrêter sur le terme, après avoir parlé ce matin du monde du travail, ici, de parler des territoires. Pour moi, le concept de territoire est un concept un peu ambivalent aujourd'hui. On a parlé de la bataille des idées, mais il y a une bataille des mots aussi, avec une vision possiblement que je qualifierais de néolibérale du concept de territoire, où on parlera de gouvernance, de démocratie participative, de co-construction par les acteurs de la vie sur les territoires. Mais donc qui en réalité met un peu à l'écart justement les milieux populaires, qui sont moins en réalité des acteurs que des sujets des politiques publiques et des actions publiques, qui créent une illusion procédurale de l'implication des personnes dans les politiques publiques, avec peut-être, et là je fais le lien aussi avec ce matin, avec on a parlé de l'approche managériale des communautés de travail. Il y a aussi une approche managériale des politiques publiques et notamment de ce qui se fait sur les territoires. Et donc je pense qu'en accolant aujourd'hui le terme de territoire à celui de milieu populaire, mais aussi du monde du travail, c'est lui donner un nouveau sens, une nouvelle signification, qui justement permet de mieux penser ce que c'est que de vivre, de travailler et de lutter sur le territoire, et qui pose plus concrètement, me semble-t-il, la question des défis qu'il existe à ce que les milieux populaires, les travailleurs qui sont dans ce qu'on a vu beaucoup avec des statuts d'emploi précarisés, qui en réalité n'ont pas forcément le temps de s'investir dans les territoires, dans dans la vie sociale des espaces dans lesquels ils vivent et habitent, d'une réappropriation par les milieux populaires. Et ce travail de réappropriation, me semble-t-il, passe par un autre terme qui est celui des services publics, qui me semble tout à fait important de réaffirmer comme concept fort dans ce processus de réappropriation par les classes populaires des services publics. Et donc je vais m'arrêter là sur ces quelques mots d'introduction, mais justement pour ouvrir la discussion avec Laurence Bernier et Patrice Bessac sur justement ce défi de réappropriation qu'il y a aujourd'hui à ce que les personnes qui travaillent et qui vivent sur les territoires se réapproprient les services publics, et les difficultés qu'on rencontre pour organiser, animer ces collectifs, ces communautés, pas de travail, mais des communautés civiques, politiques, d'usagers des services publics. Alors évidemment, les services publics de l'école, de la santé, dont on parlera aussi, mais je pense aussi et aux services publics sociaux, en lien avec... là, on a parlé du monde du travail, et on a peut-être peu abordé l'espace du non-emploi, ou peut-être pas autant, avec justement tous les usagers de France Travail, les usagers des CAF,
qui font aujourd'hui les preuves, par exemple, des algorithmes et des refus de pouvoir bénéficier des allocations logement, du RSA dont ils ont besoin, et donc d'une déshumanisation aussi de ces services publics sociaux, avec du coup l'absence de représentation qui leur permet de faire valoir leurs droits dans les territoires et face en tout cas aux institutions qui sont en charge de ces services publics. Donc je me tourne d'abord peut-être je ne sais pas si vous avez... je n'ai pas... Donc on va faire une femme, un homme, une femme, et donc je passe la parole à Patrice Bessac de ce point de vue-là, pour pouvoir alterner une parole féminine et une parole masculine. Bon, allez. Bonjour à toutes et à tous. Bon anniversaire à la Fondation et merci pour votre invitation. Franchement, j'ai failli ne pas venir. Parce que je n'ai pas de lettre de noblesse particulière pour parler du sujet dont je m'apprête à parler. Et donc, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir vous apporter sur le thème qui est celui d'aujourd'hui. C'est pas en fait qu'une coquetterie de ma part. C'est que ça fait 20 ans que je suis adhérent du Parti communiste français et d'une manière ou d'une autre militant. Et ça fait au fond une vingtaine d'années que j'assiste ou que je participe à des tables rondes de ce type. Et donc c'est mon premier point, c'est qu'on peut interroger la pertinence de la méthode et de ce que nous faisons. À partir de là, j'aimerais vous dire que ce qui m'a fait hésiter à venir, merci, c'est la question même, mobiliser les classes populaires. Il y a quelque chose dans cette formulation qui a un caractère instrumental, un caractère d'extériorité. Et c'est une question qui a été formulée ainsi de manière extrêmement régulière. Comment mobiliser les classes populaires? Et ainsi dans un positionnement qui est dans l'ordre du moyen, dans l'ordre de l'utilité pour d'autres buts que celles inscrites dans les classes populaires de la mobilisation. Et sans doute aussi, de manière quasiment détachée des buts politiques que nous nous fixons. Mobiliser les couches populaires indépendamment d'objectifs et d'un projet politique. Eh bien, il me semble qu'en quelque sorte, il faut déjà déverrouiller chez nous ces deux problèmes. Veut-on instrumenter les couches populaires? La réponse est non d'évidence. Voulons-nous penser et concevoir notre action en extériorité avec les couches populaires? À nouveau, la réponse est non d'évidence. Voulons-nous obtenir une mobilisation indépendamment d'un projet politique? La réponse est non d'évidence. Et donc, au fond, ce que tu as compris, Eliane, comme étant des petits mots pour en quelque sorte, au début, faire sauter un énoncé, c'est une manière d'essayer de réfléchir et de voir si les cadres que nous nous posons à notre propre réflexion, sincères, honnêtes, progressistes et d'action, sont justes. Je crois qu'ils ne le sont pas tout à fait, vous l'avez compris.
Et puis, l'intitulé même appelle une troisième question. C'est est-ce qu'il y a besoin de mobiliser les couches populaires? Réfléchissons une petite seconde à ce problème, comme si ce préjugé, à la fin, nous empêchait de voir d'autres réalités qui existent dans notre société. Et notamment le fait que, dans des moments politiques et électoraux particulièrement extrêmement déterminés, et lorsqu'un enjeu particulier a été senti, a été d'une certaine manière identifié, il y a eu un retournement complet de ce qu'on a appelé l'abstention durable et structurelle des couches populaires. Les dernières élections législatives, d'une certaine manière, ont renversé tout ce qui se disait jusqu'à présent sur la manière de participer. Et donc, moi je pense que peut-être qu'il faut interroger la non-mobilisation et lui donner un sens politique. C'est-à-dire interroger le fait que lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, lorsqu'il n'y a pas d'enjeu identifié, eh bien les gens considèrent, peut-être de manière critiquable, mais en tout cas ils le considèrent, qu'il n'y a pas lieu de se déplacer. Ces mots pour en quelque sorte essayer de nous réintégrer dans la problématique et peut-être descendre d'une marche. Ne pas être ni en extériorité, ni en surplomb sur ce qu'on appelle les couches populaires. Et à partir de ces quelques remarques préalables, j'en ai trois autres qui viennent plus à titre d'exemple pour ensuite aller dans ce qui me semble être des sujets parfois de dichotomie, de division et d'incompréhension massive. J'ai eu au moment des émeutes, un certain nombre de discussions avec des collègues députés de province. Comment? Je ne vais pas citer les noms puisque je n'ai... au moment de la mort et de l'assassinat de Naël, j'ai eu, dans le moment de tension maximale que connaissait le pays et que connaissait Montreuil, des discussions avec un certain nombre de parlementaires, à la fois, disons, de notre sensibilité politique et d'autres sensibilités, et j'ai été frappé par l'existence de deux réalités complètement parallèles dans l'appréhension de ces événements. Pour ce qui est de la masse de la population de Montreuil, il y avait, dès le lendemain, une condamnation claire et un refus des violences. Mais il y a un mais qui vient. Mais quand j'interrogeais un certain nombre de ceux qui sont autour de moi dans la vie quotidienne et pas seulement dans la vie politique, l'appréhension des événements et leur relation étaient totalement différents avec ce que j'entendais par ailleurs. Je vous donne trois exemples à cela. Un chef d'entreprise, une quarantaine d'années, donc qui a différentes origines mêlées, et qui me dit, de mes 22 ans, à l'âge où je n'avais plus suffisamment de cheveux qui pesaient sur mon crâne, j'ai dû abandonner ma coiffure afro qui était celle de ma jeunesse parce que je ne cessais en région parisienne de vivre des contrôles incessants. Le deuxième, qui est un immigré de la bourgeoisie intellectuelle algéroise, arrivé en France à 17 ans, à Saint-Denis, m'a dit, alors qu'il a 42 ans ou 44 ans aujourd'hui, la première fois que mes enfants ont pris le métro de manière autonome en région parisienne, et ces enfants, je les connais personnellement, ce sont des petits gars sérieux, disons,
ça a été les premiers contrôles de police qu'il y a eu. Et je vous donne un troisième exemple, qui est un homme qui, par ses origines, est juif séfarade tunisien, comme il dit, gueule d'arabe, qui a moins de 26 ans, et dont une partie de la jeunesse et du quotidien est, disons, marquée par une série de contrôles et de difficultés. Cette réalité-là, qui est d'une certaine manière non connue par les gens d'où je viens d'Agen, du Lot-et-Garonne, et au moment de ce qui s'est catalysé autour des événements autour de Naël, j'ai appelé les gens qui étaient horrifiés et qui ne mesurent aucune des réalités auxquelles sont confrontés un certain nombre de nos enfants et de nos concitoyennes et nos concitoyens. Deuxièmement, de la même manière, il s'est passé au moment de Zemmour quelque chose de particulier. Vous savez, il est né à Montreuil, il est originaire de Montreuil, il y a passé quelques petites années de sa vie, et BFM voulait tourner une émission de télévision. Et j'ai dit, Éric Zemmour n'est pas le bienvenu à Montreuil au nom des valeurs, etc. etc. Bon. Je n'ai pas dit qu'il était interdit de venir à Montreuil. Bon, on s'est quand même organisé pour que sa venue soit difficile, mais j'ai dit, il n'est pas le bienvenu pour telle et telle raison, et essayant de représenter les populations de Montreuil et la ville dont j'ai charge à cette occasion. J'ai été extrêmement frappé dans ce moment de l'élection présidentielle des centaines et des centaines et des centaines de témoignages que j'ai reçus, des centaines, enfin je veux dire, c'était énorme, de gens en fait qui avaient à un moment donné le sentiment d'être protégés dans un contexte où tout le contexte médiatique poussait en permanence à ce qu'il soit d'une manière ou d'une autre insulté. Deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est des choses qui sont, à mon sens, valables sur l'ensemble du territoire national. C'est le nombre de gens aujourd'hui que les mutations et les réalités du travail conduisent en situation de survie quotidienne. Et avec l'immense sentiment et qui, pour partie, me semble être justifié, qu'il n'y a pas de prise en compte correcte à la hauteur de ce qu'est une vie quotidienne de souffrance et de difficulté dans le cadre de la survie par les responsables politiques, peut-être parce que nous sommes collectivement de la réalité de ce qui est vécu dans la chair et dans le corps, dans le rapport aux enfants comme difficulté. Et là, alors, il se trouve que j'ai accueilli hier ou avant-hier François Ruffin sur son nouveau film Au boulot, et que j'ai eu l'occasion d'un travail précis sur les personnels disons, aides-soignantes, femmes et hommes de ménage, les gens qui sont dans les salles, etc. Et je me retrouve en cela dans ce que peut décrire le film, qui ont souvent... je ne sais pas si on imagine l'attachement d'une grande partie de ces personnels à leur travail et à la dignité de leur travail. J'ai un souvenir, une petite dame, enfin je dis une petite dame parce qu'elle était vraiment petite, qui travaille pour des personnes qui souffrent d'Alzheimer en EHPAD,
avec, pour les cas un peu difficiles, donc il y a de la violence, il y a de la difficulté, il y a tout ce que vous pouvez imaginer avec les difficultés de moyens. Et ce qui caractérise ce service, c'est une capacité de présence à l'autre totalement rayonnante. Et ça, je l'ai rencontré de manière extrêmement répétée dans ce qu'on a, disons, dans les boulots de la classe ouvrière actuelle. Et d'une certaine manière, ce qui fait fil rouge dans les conditions de travail de ces gens, c'est à la fois, je le répète, une grande dignité de rapport et au travail et à la famille, à ce pourquoi on fait ça, aux finalités aussi de sa présence dans la société, au fait que le travail constitue une source de fierté et de présence utile à la société extrêmement importante, et en même temps un sentiment total de déconnexion d'avec toute parole politique d'une certaine manière présente dans l'espace public. Je fais ma conclusion sur le point suivant. Je me demande, j'ai commencé par critiquer au début de mon propos la logique instrumentale qui préside à la formulation de la question. Et je me demande si le problème essentiel, au fond, de la mobilisation n'est pas là. C'est-à-dire penser qu'un détour par l'instrumentation de quelque manière que ce soit est possible, alors que le fond du problème se joue dans la capacité de formuler avec un projet politique. Et donc je me demande si, quand on plonge dans l'ordre des moyens, on ne s'éloigne pas de la chose la plus efficace, qui est de commencer par la fin, et donc commencer par le projet politique. J'ai fini. Merci beaucoup. Je vais parce que j'aurais 1000 choses à dire, de savoir s'il faut partir du début ou de la fin, et de la manière dont on repolitise justement, et on donne le temps aussi de se repolitiser, parce qu'il y a aussi beaucoup de question de la disponibilité parce qu'il y a effectivement le sentiment peut-être de déclassement, d'abandon. Alors la question notamment dans les populations racisées, de se faire contrôler, etc. C'est une chose qui est, je pense effectivement, qui était importante de rappeler. Mais j'ai aussi vécu 7 ans à Aubervilliers, et donc j'ai pu aussi voir aussi comment ces populations, leur temps ne compte pas, et qu'on leur laisse souvent faire Enfin, moi je reviens à la question des services publics. Alors la police est un service public, peut-être qu'il faut le repenser aussi un peu de cette manière-là, mais le temps des personnes qui travaillent, qui ont peut-être de la dignité au travail, mais comment on leur laisse le temps de se réinvestir dans la vie politique, dans le projet politique, de faire en sorte qu'ils puissent se repolitiser, et prendre le temps, même dans leur conscience politique, de ne pas être simplement justement des automobiles qui travaillent en mode un peu automate. Il y a effectivement une vraie question politique, mais est-ce qu'il faut partir du projet politique, peut-être est-ce que c'est quand même pas avoir une position de surplomb, et on pourra rouvrir le débat, que de partir par le bas et de leur redonner la réappropriation de leur vie quotidienne, justement du temps qui passe pour avoir leur RSA, le temps qui passe pour avoir à la poste pour faire ci et ça comme démarche, le temps qu'il faut pour parfois aller au secours populaire ou au resto du cœur parce qu'il y a de la précarité alimentaire, tout ce temps qu'il y a où on peut voir des queues, et avec une logique où ils sont ramenés
alors dans leur travail à des subordonnés et dans ces services publics où ils sont de plus en plus vus comme des consommateurs sans pouvoir d'action, sans pouvoir d'agir. Et il y a pour moi une question qui, voilà, peut-être qu'il y a le projet politique, mais qui doit être réarrimé à cette question de réappropriation des services publics et des droits sociaux fondamentaux qui sont derrière cela et qui font leur vie quotidienne. Mais du coup, j'aimerais pouvoir transmettre tout de suite la parole à Laurence, parce que justement, en repartant peut-être des usagers là, du service public hospitalier de la santé, de comment on mobilise, comment on se mobilise, voilà, en tant qu'usager, face à, voilà, au système de santé. Je vous passe tout de suite la parole. Merci. Bon, alors c'est pas facile déjà, je me posais la question moi aussi de venir en me disant j'ai une expérience que je peux évoquer mais qui n'a pas valeur de leçon. Mais je me suis dit bon je prépare de mes réflexions et de mon expérience. Je tiens à préciser que j'ai été de 2014 à 2020 maire d'une petite commune de 130 habitants dans le Jura. Et donc, la première réflexion qui me vient, c'est que si il y a des différences dans la façon dont les gens vivent, globalement, qu'on habite dans un village de 130 habitants, près d'une commune moyenne de 23 000 habitants, où il y a un hôpital général, ou qu'on habite en région parisienne, la population dans son ensemble est confrontée aux mêmes difficultés quotidiennes, aux mêmes difficultés dans le travail. Il y a des manifestations qui peuvent être différentes, mais globalement, on est confronté aux mêmes enjeux sur le fonctionnement de la société telle qu'elle est, la société capitaliste. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que moi je viens d'un endroit où on a créé un comité de défense des hôpitaux en 2019, dans la foulée des mouvements des Gilets jaunes, et y compris avec la participation de gens qui avaient occupé les ronds-points et qui à un moment donné ont trouvé dans cette défense de la santé un moyen de prolonger leur action, mais pas eux tout seuls, bien sûr. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, effectivement, ça a été dit par Fabienne, la santé, d'après un sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, les questions de la santé sont devenues la première préoccupation de la population. Alors, évidemment, les gens répondent en fonction des questions qu'on leur pose, mais pour 40% de la population en général, c'est le thème qui est venu en premier, et pour les plus, on va dire, les plus démunis, le taux est encore plus élevé. Alors, pourquoi chacune peut être confrontée à la maladie, à des problèmes de santé. Mais il y a une différence quand on est un salarié et quand on fait partie de l'élite dirigeante du pays, quand on fait partie des plus riches. Aujourd'hui, à Saint-Claude, où on a fermé une maternité, qui est-ce qui accouche au bord de la route? Qui sont les femmes qui accouchent au bord de la route? Eh bien, c'est celles qui vivent dans les villages et dans cette commune. Qui est-ce qui meurt sur des brancards dans des services d'urgence, chez nous ou chez vous? Eh bien, c'est ceux qui n'accèdent pas, par exemple, à l'hôpital américain de Neuilly. Bon, voilà. Qui est-ce? Il y a une grosse différence entre la grande masse de la population
qui est confronté aujourd'hui à une dégradation du service public de santé, et ceux pour qui, de toute façon, ils ont les ressources financières et les contacts personnels qui font que de toute façon, ils seront pris en charge. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement un enjeu, j'ai envie de dire pour les milieux populaires, mais qui pour moi, c'est évidemment les ouvriers, les employés, mais ça recouvre une grande partie de la population, parce qu'ensuite, le facteur essentiel, ce sont les inégalités d'accès aux services de soins. Alors, on parle beaucoup des déserts médicaux qui existent dans les zones rurales, mais qui existent également dans les grandes villes. La destruction de l'hôpital public qui a été systématique depuis 30 ans, elle touche aujourd'hui tous les hôpitaux publics, parce qu'on est dans une logique de financiarisation qui va privilégier les structures privées, les laboratoires privés, l'ensemble des cliniques privées, et qui fait que pour un grand nombre de personnes, l'hôpital public est le seul endroit qui accueille tout le monde, quelles que soient ses origines, quels que soient ses revenus. Et les conditions dans lesquelles aujourd'hui on est accueilli à l'hôpital public sont de plus en plus dégradées. Dégradées parce qu'on a supprimé des services, parce qu'on a supprimé des lits, parce que, par exemple, chez nous, donc dans le nord du Jura, à Dole, on a fermé en 2022 la chirurgie conventionnelle, et donc il n'y a plus que des activités de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire où on rentre le matin, on sort le soir. Mais ça veut dire toutes celles et ceux, soit qui ont besoin d'une chirurgie d'urgence, qui sont confrontés à un accident, toutes celles et ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux le soir parce que l'opération est trop importante ou parce qu'il n'y a personne à la maison. Eh bien, eux, ils doivent aller à Besançon, dans un hôpital, un CHU, qui, lui, est déjà surchargé également de son côté. Alors bon, je ne vais pas faire l'énumération de toutes les difficultés d'accès aux soins, et notamment ce qui nous a mobilisés ces derniers jours, qui est la campagne contre les restes à charge, c'est-à-dire les dépassements d'honoraires, les franchises médicales, et puis avec les menaces actuellement sur l'augmentation du ticket modérateur et tout ça, mais qui fait que pour un grand nombre de personnes, c'est des sommes très importantes à débourser, auxquelles ils ne peuvent pas faire face, ce qui entraîne un grand nombre de renoncements aux soins. Et avec notre comité, on a été à la rencontre de la population. Je vais évoquer trois petites formes d'action, parce qu'à mon avis, la première chose pour que les intéressés défendent ce qui est leur bien commun, c'est qu'ils aient la possibilité de ne pas se sentir seuls. On ne va pas tout seul manifester. On ne va pas tout seul râler contre les dépassements d'honoraires et essayer d'obtenir que les médecins ne les pratiquent plus, ou les négocier, comme ça arrive quelquefois. Et donc, pour nous, on a eu plusieurs formes d'action. Cette année, on s'est concentré sur un questionnaire à l'attention de tout le monde, où on demandait aux habitants quelles étaient leurs trois priorités en matière de santé et les obstacles qu'ils rencontraient, avec la possibilité de donner un témoignage. On a fait ça, alors il y a, pour les gens qu'on connaissait, bon, les 200 adhérents de notre comité, on a d'abord envoyé un questionnaire sur Internet, et puis ensuite on a été à la rencontre de la population devant l'hôpital, et y compris devant la polyclinique privée de la ville. Et là, ce qui me frappe beaucoup, c'est que pour que les gens puissent intervenir, il faut qu'ils soient
écouter. C'est-à-dire qu'on ne leur distribuait pas un questionnaire, on allait à leur rencontre en leur disant « Est-ce que vous voulez nous dire quelles sont vos difficultés ?» Parce que nous, on est le comité de défense de l'hôpital, on a besoin de connaître vos difficultés pour pouvoir agir ensemble. Et on a reçu des centaines de questionnaires, de témoignages concrets qui montrent que quand on écoute, on peut avoir en retour. La deuxième chose, on a fait un petit documentaire où on est allé à la rencontre dans les villages de la population qui ne se déplace pas. Là aussi, on a eu des discussions au plus près des habitants. On ne leur a pas demandé de venir à nous, on est allé à eux. Et la troisième chose, c'est qu'on a essayé d'impliquer les élus de toutes les communes. Et donc, on a proposé, alors là, on était encore dans la période du Covid qui rendait les relations et les réunions, les rencontres un peu plus compliquées. Et on a écrit aux maires en leur proposant un modèle de délibération qui revendiquait un certain nombre de choses d'un contenu pour nous assez élevé, qui passait à la fois par la revalorisation des personnels de santé, mais aussi par des revendications concrètes sur les établissements et notamment sur l'hôpital. Et puis, voilà. Et on a eu, sur un temps un peu étalé, 91 communes qui ont adopté cette délibération en conseil municipal. Et quand je dis 91 communes en zone comme la nôtre, ça veut dire une majorité de maires sans étiquette, donc de droite, quelques maires divers gauche, et puis quelques maires communistes ou socialistes, enfin quelques conseils municipaux dirigés de cette façon. Et ce qui est extrêmement intéressant quand on retourne dans ces communes, c'est de voir, y compris on découvre dans des gens qui sont sur des maires qui sont sur des positions très éloignées de nous sur beaucoup de domaines, mais sur cette question des inégalités en matière de santé et de besoin de défense de notre patrimoine en matière de santé, eh bien, sont prêts à agir. Alors après, le fond du problème, et là je vais peut-être revenir, c'est sur quoi ça peut déboucher, quoi. Parce qu'effectivement, une manifestation, une pétition, un témoignage, ou même s'il y en a beaucoup, ça n'est aujourd'hui pas suffisant pour faire bouger les politiques nationales qui visent à réduire le budget de la sécurité sociale de 15 milliards. Il y a besoin effectivement que cette question de la santé, par exemple, soit portée dans le cadre d'un projet enthousiasmant qui donne de l'espoir pour changer la société et qu'on ne vive plus dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et le dernier point que je voulais dire, c'était aussi par rapport à l'intervention de la personne ce matin sur les personnels soignants dans les EHPAD. Depuis quelques années, il y a un mouvement très important de départ des personnels soignants des hôpitaux. Alors, il y a la difficulté de recruter des médecins parce qu'on n'en forme pas suffisamment et on ne donne pas, même s'il n'y a plus de numerus clausus, on ne donne pas aux universités les moyens de former les médecins dont on a besoin. Et les personnels, les infirmières, les aides-soignants, tous les personnels des hôpitaux quittent souvent leur emploi en désespoir de cause et malgré leur attachement à un métier qu'ils jugent utile, parce que les conditions d'exercice ne répondent plus à leurs attentes et à leurs besoins d'être à la disposition des patients, de prendre du temps avec eux, mais qu'ils sont gérés de façon managériale comme dans des entreprises et qu'on leur demande de tout faire à toute vitesse, qu'on les remplace d'un endroit, qu'on les envoie d'un service à un autre alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément les
toutes les conditions. Et à l'hôpital psychiatrique, on a eu des témoignages de soignantes qui disent qu'elles se mettent en danger quand elles arrivent le matin et qu'on les envoie dans des services où elles n'ont pas eu la formation pour faire face aux patients. Et ce qui veut dire que pour répondre aux besoins de la population, il faut aussi gagner les salariés. Voilà. Non, mais c'est parce qu'il est déjà 12h32 et qu'il nous reste un quart d'heure pour la discussion, donc pour permettre effectivement d'avoir un quart d'heure de questions. Donc on va prendre deux, trois questions. Merci de faire court pour que nos intervenants puissent avoir le temps de réagir à vos remarques. Je suis venu ici en me disant, mais pourquoi Patrice est invité? Je me suis posé la question. Vraiment, et ça m'a motivé parce que comme c'est mon maire et mon camarade, j'aime bien entendre ce qu'il va pouvoir dire. Tu refuses de donner la leçon. C'est très important. Je vais prendre deux exemples concrets quand j'habite Montreuil. Il y a le NPNRU, un réaménagement du quartier, et l'ANRU et la préfecture voulaient détruire 200 logements sociaux dans le quartier. Un syndicat de copropriété du quartier était complètement d'accord pour cette destruction de 200 logements sociaux. On s'est battu, le conseil de quartier et la ville, et on a gagné. Malheureusement, et je me fais une critique, il y a eu une mobilisation, mais il n'y a pas eu d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a eu une bataille, effectivement, mais il n'y a pas eu le questionnement. Pourquoi les collectivités locales sont obligées de faire appel à des dispositifs nationaux alors qu'elles devraient avoir les moyens de conduire leur politique d'aménagement du territoire? Quelles contraintes, très court, j'arrêterai, quelles contraintes elles ont, et que nous discutions avec les habitants du quartier le contexte politique de cette mobilisation. Et en tant que militant communiste, j'estime ne pas avoir suffisamment avancé sur cette question. Oui, moi je suis un retraité de la RATP, donc c'est dans le cadre des services publics et de la nécessité, comme le thème l'avait proposé, des mobilisations populaires. Or, on sait que les mobilisations populaires, elles peuvent se faire dans les transports, et ça, chacun a pu le constater. Je crois même que la dame... enfin, là, c'est un peu différent, parce que c'est des travaux qui sont faits sur l'île. Mais je voudrais signaler quand même que les politiques qui ont été menées, quels que soient les gouvernements qui ont été menés, dans le cadre de la destruction des objectifs qui avaient été observés dans le cadre du programme du CNR, et c'est quand même à partir de Chirac que ça a été supprimé, fait que la RATP va perdre d'ici quelques temps une large partie de sa capacité à pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble des usagers sur l'ensemble du territoire. Et moi, je voudrais quand même intervenir sur cet aspect, parce que pour mobiliser aujourd'hui les agents de la RATP, tout du moins, et avec la population par rapport à la destruction du réseau qui est actuellement et dont on a profité de 1950 à 1970-75 des bénéfices, même si les travaux n'avaient pas été faits pour la RATP, des travaux de modernisation n'avaient pas été faits à large investissement. Ce que d'ailleurs on regrette du point de vue de la commission économique du Parti communiste sur la notion des investissements qui n'ont pas été faits pour cause d'inflation et autres choses qui étaient du domaine de la capacité du capitalisme à pouvoir se mettre en, comment dirais-je, de répondre à ses propres problèmes. Donc je voudrais quand même qu'on insiste sur cet aspect dans les services publics, et en particulier on vient de parler du logement social à Montreuil, mais il n'y a pas que le logement social. Si on n'a pas un réseau de mobilisation, on ne pourra pas répondre non plus par la suite
à ces problèmes-là. Donc la mobilisation à la RATP va être extrêmement difficile par rapport aux agents, et en particulier pour les agents bus, qui vont être soumis dans les mois qui viennent à des pressions énormes du fait du changement de leur statut d'entreprise régionale. Mais elle était nationale encore jusqu'en 1995, il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà. Je voudrais soulever ce type de problème. En plus, on a soulevé le problème de... Oui, je sais, je peux en parler longtemps. Je vous prie de m'excuser. Rapidement, en réalité, on reparlera de tout ça, puisque à la fin, on m'a demandé de conclure. Alors forcément, conclure, ça amène à revenir sur un certain nombre de questions, donc on en reparlera. Mais dans l'immédiat, d'abord, je reprends le programme, là, les ressorts des mobilisations populaires dans les territoires, c'est le titre. Je dis ça parce que voilà. Donc la première question, c'était évidemment, c'est pas une évidence parce qu'on est tous conscients des difficultés de ces mobilisations. Vous les avez évoquées, donc c'est pour ça que vous en avez parlé en réalité justement, c'est-à-dire d'identifier ces difficultés et de voir quel chemin vous avez été amené à emprunter pour les surmonter. En réalité, en vous entendant, j'ai déjà entendu une part de réponses communes sur lesquelles vous avez insisté, c'est-à-dire une forme de non-extériorité, une forme de construction en commun. Vous avez insisté tous les deux sur cette dimension. C'était une manière de répondre, même si vous avez semblé ne pas vouloir répondre, mais en fait, vous aviez répondu. Donc, c'était intéressant de ce point de vue. Et cependant, il y avait un dernier aspect qui était celui de, une fois qu'on a dit ça, se pose quand même la question de, au-delà des aspirations immédiates, comment ancrer tout cela dans des perspectives qui parfois ne sont pas toujours identifiées, repérées, conçues. Voilà, c'est une question difficile en réalité. Donc on en reparlera un peu plus longuement, mais c'était là-dessus que je voulais vous ramener un petit peu. Voilà. Et on vous remercie. Très très vite, juste pour compléter ce que disait Patrice sur les moyens, les enjeux, comment on construit. Je pense qu'il y a une troisième dimension aussi qui est importante, c'est la perspective de victoire ou de défaite. Comment on fait aujourd'hui? On est quand même dans une position où on a plutôt un sentiment d'impuissance. Et comment on fait pour lutter contre ça et construire un espoir pour la vie? D'abord, moi, j'ai essayé de me mettre à votre service. Et quand j'essaie de réfléchir au problème, il y a, il me semble, des lieux communs, des illusions qui nous privent du contact. Je donne un exemple précis, je le vis maintenant depuis 5 ans, et je le vis à chaque fois comme un moment extrêmement remuant. On a créé un concours d'éloquence, qui n'est pas un concours d'éloquence formel. Nous formons des centaines de jeunes chaque année à la prise de parole en public sur la base de l'expression de leurs convictions, de l'intimité de ce qu'ils veulent dire au public auquel ils sont confrontés. Tout le contraire d'une manière de former des gens à dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Nous leur proposons de parler de ce qui les anime en profondeur. Et chaque année, les gens qui y participent pour la première fois prennent une claque énorme, et particulièrement un certain nombre de gens engagés. Parce que, du coup, en étant au contact des finalistes, qui ne sont que quelques-unes et quelques-uns parmi la centaine de jeunes qui passent par le processus de formation, alors que nous sommes à Montreuil, donc il y a parmi ces jeunes plus de la moitié qui sont issus des couches populaires, ce qui est extrêmement frappant, c'est leur niveau de conscience, d'engagement, de valeur, de révolte, de manière de poser dans l'ordre national, international et personnel les problèmes vivants de notre société. Et nous avons réitéré ce même dispositif par la création de ce que nous avons appelé un campus des jeunes de Montreuil, où nous, entre guillemets, nous enfermons pendant 36 heures 100 puis 150 jeunes dans un processus d'atelier dans lequel ils jouent à différentes choses, mais surtout ils parlent politique.
Et en vrai, dans ces deux dimensions, ce qui est extrêmement frappant dans l'expérience limitée qui est la nôtre, c'est le contraire d'à peu près tous les préjugés qui sont en cours sur où en sont les jeunes des couches populaires. C'est-à-dire, si je vous invite à venir, c'est un bain dans de la politisation, dans de la solidarité, dans de la réflexion, dans une capacité de vue commune. Et du coup, pour moi, un des préjugés, perte de valeur, perte de repères, incapacité de mobilisation, individualisme, est un préjugé qui éloigne de la capacité de faire avec. Et c'est la question que j'essayais de poser par le dynamitage. La deuxième chose, c'est que sur le rapport aux services publics, les services publics sont massivement maltraitants avec les couches populaires. Et une partie de ce qu'on adresse comme revendication et comme type de fonctionnement doit être interrogée. Par exemple, le modèle est un modèle dans lequel on demande, on fait la queue, on baisse la tête d'une certaine manière. Les statistiques nationales sur le rapport des couches populaires à leurs droits, aux droits accordés par la loi, sont extrêmement claires. Contrairement aux classes dirigeantes, elles ne profitent pas des possibilités offertes par la loi. Quant au taux de fraude, je vous assure qu'il est sans commune mesure avec l'optimisation fiscale des entreprises et des personnes les plus riches. Et pourtant, ce qui est massivement adressé, et de considérer qu'en fait, il y aurait en quelque sorte une habituation sociologique quasiment innée à recevoir et à accepter ce système. Moi, mon expérience, c'est que c'est totalement faux. Il y a une indignation qui reste là et qui reste extrêmement présente dans les gens, qui baissent la tête parce qu'il faut bien qu'ils baissent la tête pour dire bonjour à la dame et pour avoir ce qu'il y a à prendre pour la vie et pour la survie, mais qui est fondamentalement quelque chose qui est vécu comme humiliant. Et du coup, pour moi, la question du rapport au service public, c'est aussi qu'est-ce qui se fait de simplification radicale pour permettre aux gens d'accéder à leurs droits de manière inconditionnelle sans avoir à demander la mise en application des droits les plus élémentaires. Et de ce point de vue, j'aimerais donner un micro-exemple pendant le Covid qui me semble être représentatif de ce que sentent au plus profond d'eux-mêmes un certain nombre de gens du monde du travail. Au moment du Covid, vous le savez, toutes les associations d'aide alimentaire ferment. Elles ferment pourquoi? Pour plein de raisons, et notamment par le fait qu'elles sont tenues en masse par des vieilles personnes qui ont peur. Et elles ont raison d'avoir peur des conséquences si on réouvre. Et donc, on décide d'envoyer nos animateurs et nos animatrices des centres de loisirs dans l'aide alimentaire, considérant qu'ils font partie des publics qui sont moins susceptibles d'être mis en danger mortel par le Covid. Et donc, on a une masse d'animatrices et d'animateurs qui vont. J'en ai un qui, je vais visiter en été, vous savez, tous les masques, etc. Et puis les familles qui revenaient et dont un certain nombre d'entre elles avaient été en situation de rupture alimentaire pendant de très nombreux jours. Et j'ai un petit jeune qui vient me voir et qui pleure, hein, qui avait donné, bon, et qui me dit « Monsieur le maire, c'est la première fois que je peux rendre ce que l'on m'a donné. » Je lui demande de s'expliquer, je ne comprends pas spontanément pourquoi il est dans cet état émotionnel. Il me dit, ben écoutez, j'ai eu, grâce à la ville, un emploi. En vérité, il avait un emploi d'animateur temporaire payé au SMIC, quoi.
c'est pas le grand cadeau, vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu un logement. Il avait un logement dans le quartier des Morillons, qui est un grand quartier populaire de Montreuil, un peu excentré des moyens de transport, qui n'est pas le logement ou l'endroit le plus souriant de tous les jours, quoi. Bon. Et il estimait qu'à 22-23 ans, c'était la première fois dans sa vie qu'il avait la possibilité de donner et de participer positivement à la société. Dans ce qui me semble être parfois aussi une coupure dans notre manière de rapport avec les couches populaires, c'est d'une certaine manière de ne plus ressentir que, et dans le rapport au travail, et dans le rapport à la société, il y a un immense attachement au rapport d'intérêt général et au rapport, disons, des services publics et de la République. Et si j'accumule les concours d'éloquence, la participation dans des moments particuliers dans lesquels l'utilité radicale du vote est posée, les exemples que j'ai de participation, tu en as cité un, pour moi, le paysage général n'est pas du tout celui d'une dépolitisation et d'une absence de valeur et d'une absence de capacité de mobilisation des couches populaires. Et à partir de là, c'est la question que tu as, pardon, j'ai oublié ton prénom, posée en conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour eux comme pour l'ensemble de la société du point de vue de ce que l'on peut gagner et des perspectives de victoire. Et j'ajoute une chose, c'est que peut-être souvent les couches populaires dans un certain rapport d'utilité, parce qu'aussi quand on est face à des problèmes de survie immédiat, peut-être qu'on se complique moins la tête avec des choses qui relèvent de l'idéologie et de l'imagination. La question du rapport direct entre les actes que l'on produit dans l'ordre politique, syndical ou de la mobilisation et du résultat possible est évidemment beaucoup plus direct que quand on a tout le temps devant soi dans la capacité de dégager des moyens pour de l'activité, enfin pour différentes activités. Et donc, moi je crois quand même qu'il y a en quelque sorte tout le contraire d'une absence de politisation et que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Oui, un petit mot. Alors, la première chose, je partage l'idée que l'indignation reste forte et que les aspirations restent grandes. Et que... Alors Guillaume, tu as dit une des premières pistes, c'est la construction en commun, mais comment on va au-delà des aspirations immédiates. Alors effectivement, ça sera pour un prochain, ça sera pour un prochain débat. Mais moi, je suis convaincue qu'en créant des espaces de parole, de confiance, de reconnaissance de l'autre, on a les moyens de construire dans les têtes l'idée que quand je défends le service public de santé ou un autre, j'agis dans l'intérêt de tous. J'agis pour moi, mais j'agis aussi pour ma famille, pour mes proches, mais aussi pour la société dans laquelle je vis. Et ça, c'est extrêmement... Quand on arrive à gagner ça, c'est extrêmement mobilisateur pour s'engager dans d'autres combats et pour adhérer à l'idée de construire un autre projet de société. Merci beaucoup.